à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans l'équipe de l'info, l'émission d'actualité de la 7ème chaîne. Pour notre grand retour, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour m'accompagner et animer nos débats, nos deux chroniqueurs du jour, Ernestine et Marc. Bonjour à vous deux, comment ça va? Ça va, et toi? Super. Bonjour, ça va bien, ravi de revenir à l'antenne. Pour une nouvelle saison. Dans le sommaire de notre émission cette semaine, en première partie, les infos de la 7ème chaîne, on parlera de la polémique sur Nadine Morano qui prend une tournure médiatique et politique, notamment dans son propre camp. On donnera notre avis et notre ressenti sur cette affaire. Deuxième gros sujet d'actualité du jour, la crise des réfugiés syriens qui ébranle l'Europe. On expliquera la situation et les problèmes auxquels l'Europe doit faire face. On se demandera si l'Europe a bien géré cette situation. Puis le dernier sujet d'actualité du jour, le printemps des peuples en Europe. Un renouveau politique semble se former en Europe, Grèce, Grande-Bretagne, Espagne, le début d'un nouveau souffle politique ou un simple feu de paille, on en débattra. Dans la seconde partie de notre émission, le traditionnel débat d'actualité. Cette semaine, on va parler des événements d'Air France et la direction notamment avec la panne sociale, on va dire, ou la crise sociale entre Air France et les syndicats et tous les épisodes que nous avons vécus. Puis, dans la troisième et dernière partie de l'émission, la tribune, chaque chroniqueur donnera son coup de gueule et son coup de cœur avant la chronique littéraire de Marc, comme dans chaque émission. Allez, c'est parti, tout de suite après le jingle pour notre émission. La première partie de l'équipe de l'info, les infos de la 7ème chaîne. De retour pour la première partie de notre émission. On commence tout de suite avec le premier sujet d'actualité du jour, Nadine Morano et les Républicains. Il s'agissait d'une simple émission de divertissement. Nadine Morano, dans l'émission On n'est pas couché sur France 2, a lancé une réplique qui a fait les gros titres pendant plus de 10 jours, déclarant « La France est un pays de race blanche » en faisant allusion à des propos de De Gaulle. Une petite phrase qui aura alimenté la polémique qui provoque un séisme chez les Républicains. Je trouve la polémique de cette déclaration exécrable, a réagi NKM. 3 jours plus tard, Nicolas Sarkozy déclare « Je n'accepterai aucun dérapage » et demandait également une lettre d'excuse qui n'a pas donné suite de la part de Nadine Morano. C'est niette, a-t-elle répondu. Puis, ajoutant qu'elle allait dézinguer l'ancien chef de l'État. Cela devient le sujet central du parti pendant plusieurs jours et empoisonne les discussions et pollue le message politique que veut faire passer Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy retire donc l'investiture de son ancienne ministre pour les élections régionales. Elle était tête de liste. Il n'y a pas à dire, c'est la chienlit comme disait De Gaulle, pour faire une référence à Nadine Morano. Alors, premièrement, que pensez-vous de cette polémique? Les Républicains ont-ils eu raison d'exclure Morano de la tête de liste dans sa région? Bah, tout d'abord, effectivement, il n'y a rien à dire sur les propos, donc c'est juste ouf, entre guillemets, que de dire des choses pareilles alors qu'on est dans un pays plutôt multicolore, hein, autant dire les choses telles que je le ressens. Alors, les Républicains souhaitent faire passer un message plutôt, veulent éviter de se sentir extrémisés parce que très souvent, et surtout en ce moment, certains cadres du parti font des discours un petit peu de droite extrême et du coup, ça peut brouiller leur message. Et c'est peut-être pour ça, et c'est peut-être compréhensible et je comprends un petit peu leur démarche d'exclure Morano parce que c'est pas le message qu'ils veulent faire passer aux Français. Et surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans un contexte de crise politique, donc du coup, il est clair que c'est pas dans leur ligne à eux. Marc? Alors sur la déclaration de Nadine Morano, peut-être compléter la phrase que tu as extraite, puisqu'elle a dit effectivement que la France était un pays de race blanche, mais elle a continué l'interview en disant qu'elle n'avait pas envie que la France devienne musulmane,
qu'elle insistait sur les racines judéo-chrétiennes de la France, que c'était la grandeur de la France d'être un pays de race blanche. Enfin, elle a beaucoup été dans le sens de ce qu'elle voulait dire, avec sa référence à De Gaulle, qui est sans doute un peu excessive. Donc, par rapport à ça, est-ce que les Républicains ont eu raison de l'écarter ? A priori, on pourrait dire oui, mais en même temps, elle n'est pas la première ou elle n'est pas la seule. Récemment, il y a eu celui qui était président des Jeunes Actifs, qui s'appelle Franck Alizio, qui était membre des Républicains, qui est passé au FN. On pourrait citer d'autres exemples. Nadine Morano, elle est quand même coutumière de déclarations parfois un peu excessives, voire extrémistes. Après, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'en pense au fond de lui Nicolas Sarkozy ? On ne le saura pas. Parce qu'il a affiché une position, il a fini par s'y tenir, mais à un moment donné, il y a quand même eu une ouverture, c'est-à-dire qu'il a proposé une sorte de lettre d'excuse, et on peut imaginer que si Nadine Morano avait concédé à faire ce courrier-là, on lui aurait peut-être pas enlevé l'investiture pour les élections régionales. C'est ce qu'elle avait dit d'ailleurs, que pour qu'elle garde son poste, il fallait qu'elle s'excuse. Entre guillemets, ça aurait apaisé. Alors là où ça va finalement, me semble-t-il, dans le personnage de Nadine Morano, c'est que finalement, elle l'a poursuivie, elle s'est entêtée. On se rappelle que c'était une des plus ferventes supportrices de Sarkozy. D'où le fait qu'on parle du fond et qui est intéressant, parce que peut-être que Sarkozy pense ça, mais comme il est président des Républicains et qu'il y a des élections, il préfère tout à fait, c'est pour ça que je posais la question, qu'est-ce qu'il en pense réellement. Exactement. Après, ça lui a quand même quelque part, ça a encore plus glorifié Nadine Morano, puisque tu parlais de ses interventions médiatiques, mais ça s'est quand même terminé pour elle par une interview aux 20h de TF1. Exactement. Elle est passée dans plusieurs médias aussi. Le journal le plus regardé de France. Donc. Il commence un peu à baisser, mais on va voir les audiences. Et d'ailleurs, elle a aussi déclaré qu'elle était candidate aux primaires de l'UMP. Oui, c'est à ce propos qu'elle a dit qu'elle allait dézinguer Nicolas Sarkozy. Donc pour elle, c'est une belle surface médiatique pour sa campagne. Et du coup, dernière question qu'on peut se poser là-dessus, on en a déjà un peu parlé, mais est-ce que justement cette polémique montre aujourd'hui les dérives droitières de la droite française vers le Front National ? On l'a vu notamment à propos de ce discours, et Sarkozy dans sa campagne de 2012 avait quand même fait une campagne très très axée droitière pour récupérer les voix du FN. Sous l'influence de Patrick Buisson. Exactement. Et quand on voit les gens qui soutiennent Nadine Morano aujourd'hui dans ses propos, il y a pas mal de gens qui sont Jean-François Copé par exemple, il y a François Fillon qui est plus surprenant déjà. Il y a aussi des gens comme Brigitte Bardot par exemple qui ont trouvé ça tout à fait normal, ces propos. Politicienne, Brigitte Bardot ? Non, mais on sait qu'elle est proche du Front National. Donc, et le Front National d'ailleurs, je ne sais pas trop exprimé sur le cas Morano. Ils ont l'air plutôt d'en rigoler en fait. Donc pour vous, est-ce que ça montre vraiment la dérive droitière du parti, qu'il y a ces propos qui sont de plus en plus dit de façon normale à l'UMP, aux Républicains, alors qu'avant c'était des propos qui aux Républicains étaient un peu moins, on les disait moins, quoi. Ouais, non, c'est vrai qu'avant, à l'époque c'était l'UMP, mais à l'époque l'UMP ils étaient beaucoup plus soft, donc un peu plus, on va pas dire droite, plutôt centre-droite. Et là maintenant, maintenant il y a des personnes comme Morano, comme Copé au parti qui se lâchent complètement. Et du coup, est-ce qu'ils tendent à aller vers une droite extrémisée au risque de choquer certains Français, ou veulent-ils encore rester un petit peu dans dans des messages un peu plus soft? Donc c'est ça le truc. Mais moi je pense que c'est clair que depuis un certain temps ils vont vers l'extrême droite, et du coup il peut y avoir confusion avec le FN, peut-être même voire un peu embrouiller le message du FN. Donc ce qui est très choquant. Ça sera la ligne des primaires entre guillemets les républicains purs et la ligne des années comme celle de Juppé par exemple, et la ligne Sarkozy, Morano et d'autres candidats qui eux sont beaucoup plus à droite, et ça va jouer là-dessus la primaire, sur savoir est-ce qu'on va chercher les voix du Front National ou est-ce qu'on va plutôt chercher les voix du centre. Alors pour terminer sur ce point d'actualité, je voudrais revenir en fait et proposer une ouverture par rapport aux propos de Nadine Morano sur la race blanche. Oui.
parce qu'on a beaucoup discuté, c'est intéressant, sur le côté politique, le côté extrême droite ou affiliation à l'extrême droite. Mais je voudrais revenir sur cette définition de race blanche en vous conseillant une lecture qui me semble la seule lecture possible dans la matière. C'est un petit livre de Claude Lévi-Strauss, paru dans les années 70-80, qui s'appelle Race et Histoire. Et je pense qu'on n'a pas écrit mieux pour expliquer qu'il n'y a pas de race, en fait. Oui. Et D'ailleurs, c'est vraiment une saine lecture. C'est un essai qui doit faire une centaine de pages, très accessible. Et je pense que, enfin, je suis pas sûr que Nadine Morano, non, je vais être méchant, mais ça serait bien qu'elle le lise. D'autant que le mot race, pour même aller un peu plus loin, a été retiré, je crois, de la Constitution, parce que justement, il n'y a pas il n'y a pas à définir ça dans une république démocratique. Merci. On passe maintenant au second sujet d'actualité du jour, la question des réfugiés syriens et leur accueil en Europe. L'Europe a vu affluer sur son sol des centaines de milliers de migrants et réfugiés depuis le début de l'année. Plus de 600 000 en tout ont débarqué en Europe en 2015, selon l'Organisation internationale pour les migrations. On est passé d'une indifférence totale des premiers mois à la prise de conscience après la mort en avril dernier de plus de 12 000 migrants au large de la Libye. L'Union européenne a triplé le budget des opérations de sauvetage. Pour désamorcer la crise menaçant la libre circulation de Schengen, les 28 durcissent ensuite les conditions d'accueil des migrants, création d'un centre de tri pour les réfugiés, accélération des expulsions pour les recaler au droit d'asile. La Hongrie a même adopté une ligne dure et a commencé à ériger une clôture sur sa frontière avec la Serbie. L'Allemagne, elle, a ouvert ses frontières début septembre après l'affaire de l'enfant qui était mort sur la plage. Et a facilité l'accueil et le transit vers l'Allemagne de 50 000 personnes ont afflué et elles en attendaient 800 000. Paris et Londres avaient aussi promis qu'ils allaient participer à l'accueil et accueillir des milliers de réfugiés. Puis l'Allemagne a ensuite durci, au bord de la saturation, a durci sa position et a réintroduit les contrôles à ses frontières pour contenir l'afflux de réfugiés en suspendant la libre circulation dans l'espace Schengen. Merkel, qui est confrontée aux problèmes logistiques et gagnée par la grogne de son propre camp, a fait volte-face. L'Europe, première question, est-elle débordée par ce problème d'afflux des migrants ? A-t-elle mal géré ou mal évalué la situation au départ ? Ouais, je pense que l'Europe, effectivement, a mal géré et mal évalué. Ça fait quand même des années où il y a beaucoup de migration vers l'Europe à cause, effectivement, de nombreuses guerres un petit peu partout dans le monde. Et il faut vraiment que ceux qui sont à l'Union européenne n'oublient pas l'histoire. Moi-même, personnellement, mes parents ont migré du Sénégal vers la France pour d'autres raisons. Et c'est comme ça aussi que l'Europe se forge. Ceux qui viennent en Europe vont faire la force aussi de l'Union européenne, que ce soit socialement et économiquement. Donc, oui, l'Europe a mal évalué. Donc, il faut vraiment, sur le nouveau mandat qui vient de s'ouvrir depuis 2014, qu'il y ait une véritable politique migratoire, vraiment en faveur des réfugiés, notamment pour permettre une meilleure intégration dans les pays. Et il faut pas qu'ils tuent Schengen, parce qu'en ce moment, c'est ça que moi on senti, c'est qu'avec le mur en Hongrie, le contrôle aux frontières en Allemagne, ils sont en train un peu de tuer à petit feu Schengen. Et c'est dommage pour nous, Européens, qui voulons sans doute aller à un moment donné, si on veut voyager, si on veut aller, par exemple, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Voilà, maintenant, c'est devenu compliqué. Marc ? Alors, pour rebondir sur ce que disait Ernestine, par rapport aux événements du mois de septembre que tu évoquais, Gabriel, il faut bien faire, me semble-t-il, la distinction entre les migrants et les réfugiés. Ah oui. En septembre, on parle essentiellement de réfugiés qui viennent pour la grande majorité de Syrie, où il y a la guerre, un peu d'Afghanistan. Par rapport à ces gens-là, chacun a sa position, mais a priori, la seule réponse possible, c'est oui, il faut les accueillir. Deuxième question, est-ce que c'est un afflux massif ? Est-ce que l'Europe est débordée ? Est-ce que c'est des vagues, des tsunamis ? Non, relativisons. En France, pour revenir sur un cas qu'on connaît peut-être mieux, c'est une vingtaine de milliers de personnes éventuellement qui vont venir, avec des choses assez intéressantes. Il y a des ONG qui ont été en Autriche pour faire venir des gens en France, des réfugiés. Et en fait, un nombre important d'entre eux ne voulaient pas venir en France. C'est-à-dire que à trop
afficher ou à avoir une attitude bien différente, y compris au niveau gouvernemental, de celle d'Angela Merkel, c'est-à-dire de ne pas dire oui, on vous accueille, parce que les gens, il faut savoir qui vient, c'est des gens qui fuient la guerre. Alors en France, on a un contexte compliqué, il y a eu les attentats du mois de janvier, il y a plein de fantasmes, on a peur de l'immigration, alors encore plus quand elle vient de pays comme la Syrie, c'est-à-dire des pays arabes, et puis alors on entend tout et n'importe quoi, et avec des amalgames très inquiétants, c'est-à-dire une grosse majorité de ces réfugiés, ce sont des djihadistes, sauf que quand on regarde plus en détail qui vient, c'est des gens qui ont les moyens financiers de fuir, c'est généralement des populations éduquées, qui chez elles tenaient des rangs sociaux relativement élevés, et qui sont, pour la plupart d'entre elles, à des milliers de kilomètres de tout ce que sont les fondamentalismes et les djihadismes. Et en revanche, il y a certains politiques qui brandissent ça comme une menace. Faites attention, vous allez être envahis par les islamistes, ils vont violer vos filles ou vos femmes, et j'en passe des meilleures, enfin des moins bonnes. Juste deux choses, les 20 000 qui viennent en France, c'est l'immigration légale, mais il faut aussi rappeler que parfois il y a aussi des immigrations illégales, du coup ça fait un peu plus en nombre. Oui, mais bon, c'est un détail. Là, ce dont on parle, c'est les réfugiés que la France s'est engagée à accueillir. Et ceux-là, ils sont ni légaux ni illégaux, ils sont quasiment apatrides et ils font une demande de. De toute façon, sur le droit d'asile des réfugiés, normalement, dans les textes de l'ONU, les textes, on est obligé d'en accueillir, ce qui est normal, parce que c'est des gens qui n'ont plus de patrie. Donc, comme nous, à une époque, comme tu l'as dit tout à l'heure, certains Français ont été bien contents à une époque de trouver les portes ouvertes dans d'autres pays. Et nous, on a accueilli aussi énormément de gens. Si on compare quelques pays comme l'Allemagne et la Suède, par exemple, à la France, les deux premiers, ils voient dans l'immigration, et y compris dans les réfugiés dont on parle, un point positif, un intérêt. Pour l'Allemagne, c'est normal, vu qu'elle a un problème démographique. De mais il faut pas forcément se dire que pour la France, ça pourrait pas être la même chose. Pour l'instant, je disais tout à l'heure que c'était plutôt des gens éduqués qui, dans leur pays, avaient un niveau d'études très satisfaisant. On se rappelle qu'en France, sur certains métiers, certaines populations, par exemple les médecins avec les déserts médicaux, on est bien content de faire appel à des immigrés qui permettent à ce que dans la Creuse ou dans la Nièvre, il y ait encore des fois, ou dans les hôpitaux parisiens, par contre, sur les migrants qui veulent pas venir en France, il n'y a pas que la situation actuelle, c'est parce que de leur point de vue, comme ça, en plus c'est des immigrations qui sont pas francophones, ils n'ont pas la priorité pour la France. Et il y a aussi le fait que eux, ils ont entendu parler de l'Angleterre où il y a déjà énormément de migrants, et donc eux, c'est vraiment les pays qui les attirent le plus, parce que l'Allemagne est la première puissance européenne et l'Angleterre est plutôt à des situations d'accueil plutôt. Oui, ça se retrouve après à Calais. Mais par contre, il y a certains migrants qui sont venus en France et qui aujourd'hui sont plutôt contents d'être là. Certains. Et Ernestine, je sais pas si tu vas ajouter quelque chose sur le sujet. Oui, justement pour revenir un petit peu à notre cas chez nous en France, c'est vrai qu'on en accueille, faut pas oublier que le gouvernement et les villes se mobilisent pour accueillir un maximum de réfugiés. Par exemple, je pense à la base, on appelait base de loisirs à l'époque, mais je parle de l'île de loisirs de Cergy-Pontoise où on a accueilli des migrants, pas des migrants, pardon, des réfugiés dans un centre d'hébergement, et ça va permettre justement déjà de se socialiser et peut-être, qui sait, effectivement, peut-être plutôt de partir vers l'Angleterre ou autre part, parce que c'est vrai que pour des raisons purement d'image, les réfugiés préfèrent plus aller en Angleterre, en Allemagne, plutôt que chez nous. Après, donc c'est à nous après de jouer pour ouvrir nos portes et permettre aussi aux réfugiés de se sentir bien accueillis chez nous. Juste pour revenir un peu sur le terrain politique, il y a au gouvernement un Premier ministre et un président socialiste dont on peut parfois avoir le sentiment qu'ils ont une certaine frilosité à avoir des discours généreux d'accueil, sans doute parce qu'ils ont en arrière-fond des élections régionales bientôt, présidentielles un petit peu plus tard. Ils ont donc sans doute, il faut un calcul un peu politicien, mais qui me semble-t-il est un mauvais calcul, sur la peur d'une augmentation encore plus forte du vote Front National. Je lisais récemment un article d'Hervé Lebras, un démographe, qui explique que quand on fait la sociologie du vote Front National,
et notamment en région parisienne, c'est les villes ou les quartiers où il y a le plus d'immigrés, où le vote Front National est le plus faible. Exactement. Et en fait, plus on part vers la périphérie, donc plus on s'éloigne là où il y a moins d'immigrés, là où le vote Front National est plus fort. Donc, pas forcément un bon calcul de se dire C'est logique, si on les accueille, on va augmenter le vote Front National, pas forcément. De tout temps, dans l'histoire, on a vu que quand il y a une montée de ces votes-là, c'est des gens qui ont peur justement qui connaissent pas et comment ça se passe. Et les villes où il y a l'immigration, généralement, ça se passe plutôt bien. On est généralement sur du fantasme. Voilà. On passe à présent au troisième sujet d'actualité du jour. De Barcelone à Athènes, les partis de gauche se renouvellent. Un nouvel élan politique se dessine-t-il? Les Grecs ont donné à nouveau donné leur confiance et une leçon de démocratie aux dirigeants européens en reconduisant Tsipras à la tête du pays, alors que les médias européens annonçaient plutôt une victoire de la droite. En Angleterre, la victoire de Jeremy Corbyn au sein du Labour est une véritable révolution politique pour eux, surtout quand on a vu que les anciens dirigeants du Labour étaient plutôt sur une aile centre-gauche. Le mouvement Podemos en Espagne, mené par Pablo Iglesias, a aussi le vent en poupe et pourrait remporter les prochaines élections législatives qui arrivent bientôt. Des capitales européennes sont gouvernées à présent par des forces alternatives, comme on dit, comme à Barcelone ou Madrid, Dublin également avec le Sinn Féin, et l'Irlande où le Sinn Féin est justement aux portes du pouvoir. En Allemagne, le Land de Thuringe est également aux mains de forces politiques alternatives. Le vent d'un changement démocratique souffle en Europe, a déclaré Pablo Iglesias. Donc selon vous, y a-t-il un souffle nouveau en Europe? Une nouvelle alternative politique se met-elle en place? Ernestine. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, il y a un souffle nouveau qui commence à venir, en tout cas sur l'Europe, notamment parce que tous les partis qui sont en train d'émerger permettent, dans un premier temps, le renouvellement de la classe politique et même certaines modernités de la politique. Donc, ça, c'est très important et ça peut être intéressant pour ceux qui sont, voilà, pour les personnes qui ne sont pas forcément concernées par la politique. Donc, ça permet aussi une autre approche de la politique et je pense que ça devient très important parce que justement, parce qu'actuellement, on a plutôt un mouvement contraire. Donc, c'est un message en fait d'espoir que ces partis-là envoient un petit peu à la population européenne. Il ne faut pas oublier que ça reste des mouvements alternatifs à ce qu'on a l'habitude de connaître en UE. Et j'espère qu'après, ça va se propager, grandir, et peut-être, qui sait, que d'ici quelques années, l'UE va changer peut-être de position. D'orientation, de stratégie. Voilà, c'est une histoire de stratégie après. Marc? Sur la dernière phrase d'Ernestine, je ne suis pas sûr que ça va fondamentalement changer. Alors, par rapport aux différents cas que tu citais, je pense qu'il faut distinguer la Grèce de l'Angleterre, par exemple, puisque la Grèce, ils sont au pouvoir. L'Angleterre, certes, Corbyn, mais Corbyn, il est leader de l'opposition. Donc, mais ce que ça va montrer comme message, c'est que parce qu'en Angleterre, ça a été possible. Où, si tu veux, le parti de gauche considéré comme gauche, c'est-à-dire le Parti travailliste, est quand même le plus à droite d'Europe avec l'Allemagne, et qu'aujourd'hui, c'est dans ce pays-là où le leader du parti est la personne la plus à gauche du parti. Ce qui est quand même, pour l'Angleterre, un cataclysme. C'est comme si en France, au PS, on mettait quelqu'un de l'aile gauche qui serait président du parti. C'est un peu comme ça. Donc si on revient sur la Grèce, effectivement, donc on refait pas tous les événements de la Grèce, mais certes ils ont à nouveau gagné, mais on se rappelle qu'ils ont eu un ministre de l'économie qui n'est plus là, Varoufakis, qui était plus à gauche ou plus contre ce que imposait l'Union européenne et le FMI. Donc certes, ils ont à nouveau gagné les élections, ils ont obtenu la confiance du peuple, comme tu le disais Gabriel, à la surprise peut-être un peu des médias. Plus ou moins, enfin les sondages peut-être pas, mais en tout cas les sondages annonçaient un retour de la droite au pouvoir. Voilà. Et donc là pour le coup, le peuple a confirmé ses choix de quelques mois auparavant, mais avec une forte abstention, c'est vrai. Mais malgré tout, il y a une sorte de réalisme qui finit par triompher, c'est-à-dire que certes, c'est eux qui sont à nouveau ou encore au pouvoir, puisqu'il avait démissionné, mais en même temps, ils ont fait des concessions, et si on regardait les premiers programmes sur lesquels ils avaient été élus la première fois, il y a quand même des modifications, parce qu'il y a il y a le principe de réalité qui reprend le dessus. Mais il y a des choses qui ont été faites aussi qu'on est loin de faire dans certains pays européens. C'est-à-dire que lui, sa stratégie à Tsipras, c'est
faire tout de suite ce qu'il avait promis aux créanciers européens pour ensuite, une fois que c'est fait, pouvoir commencer sa politique. Là, c'est sur son deuxième mandat, c'est ce qu'il a expliqué au peuple. Il y a eu une abstention, mais le peuple a quand même plutôt trouvé sa stratégie bonne puisqu'il a été réélu. C'est-à-dire que les gens ont trouvé que malgré que ça soit considéré comme extrême gauche, même si moi je pense que c'est plutôt une gauche, comment on dit ça, une gauche Pluriel. Ouais, ou forte. Forte. Mais il a quand même montré qu'il était capable de gérer un pays, de faire abstraction. C'est-à-dire qu'il y a eu des plans de rigueur, mais par rapport à ceux de la droite, sont, je pense, moins drastiques. Et il a quand même fait passer certaines réformes qu'il avait promises. Pas toutes, hein, mais... Sachant que le pays avait forcément besoin de réformes, Voilà, parce que c'est pour ça. entre les armateurs et les gens je qui payent pense pas qu'aussi, d'impôts, il y a... Dans son esprit, pour qu'il puisse faire sa politique, il faut d'abord qu'il ramène un assainissement des finances. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Ernest. Ouais, non, c'est ça. Et puis, il faut pas revenir un peu. Voilà, faut pas oublier que c'est vrai il y avait l'UE derrière qui mettait quelque part. Enfin, l'UE, la FMI, enfin, ce qu'on appelait, je sais pas si c'est encore d'actualité, la Troïka mettait quand même la pression à la Grèce. Et maintenant qu'il a eu la confiance du peuple, je pense qu'il va pouvoir enfin mettre son programme en pratique. Et du coup, ça revient à la question d'après qu'on a déjà un peu répondu, c'est succès durable ou feu de paille en Europe. Donc pour toi, c'est entre les deux en fait, plutôt. Ouais, C'est-à-dire que t'attends de voir ce qui va se passer. Ouais, effectivement. Après, il y a des choses qui, pour reprendre ton expression, oui, il y a quand même quelque chose qui se passe depuis quelques mois ou quelques années. Si on reprend sur l'Espagne, donc il y a eu les élections à Barcelone, où là, pour le coup, il y a aussi les indépendantistes. Qui... À Madrid aussi, qui est une ville quand même très à droite. Enfin, où la droite est souvent au pouvoir à Madrid, et là c'est le Podemos, je sais plus si c'est Podemos ou un autre parti, mais en tout cas, oui, je crois que c'est Podemos avec allié au parti socialiste espagnol, oui, qui a réussi à prendre la mairie. D'accord. En même temps, on voit qu'il y a quelques années en Espagne, il y avait les phénomènes des indignés, qui ensuite ont décliné sur Podemos, mais les indignés c'était peut-être plus spontané ou moins organisé. On voit que Podemos, on rentre dans du politique, et on maintenant, ça y est. On n'est pas à l'abri qu'ensuite on rentre un peu plus dans le rang. C'est possible. Mais en tout cas, ce que ça montre en Europe, que ça soit un parti de gauche ou un parti des indignés, c'est que les peuples européens aspirent quand même à quelque chose de nouveau et à un changement. Pas forcément qu'il soit d'idéologie gauche, mais qui ressemble quand même à quelque chose de différent de deux grands blocs qu'on a à chaque fois, c'est-à-dire centre-droit, centre-gauche. Et il semble même que se dessine au Portugal, si je me souviens bien, une coalition à laquelle pourraient participer quelques membres de l'extrême gauche. Donc on voit des compositions qui sont un peu atypiques. En fait, la droite est le premier parti en nombre de voix, mais ils ont pas assez ils sont tout seuls et peuvent pas faire une coalition, et que le parti socialiste allié à d'autres partis pourrait prendre la majorité. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on sent quand même qu'il y a un désir en Europe d'une autre chose, d'un changement, dans une attente d'un pouvoir un peu différent de l'offre qu'on a actuellement. Et en France, qu'est-ce que t'en penses ? Ça c'est après, vas-y. Ouais. Non, c'est exactement ça. C'est vrai que ce sont des mouvements qui permettent, voilà, enfin, après, je sais pas si c'est peut-être ou pas, hein, donc là, il faut laisser le temps couler, mais est-ce que ça va en fait changer par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître, les fameux blocs droite-gauche? Ça, on le verra après. Effectivement, posons-nous la question en France, et si j'avais un phénomène un peu comme, je dirais plutôt portugais ou peut-être grec existait, ça c'est, il y a des choses, il y a des titres, je sais qu'il y a des, on va dire pas des partis, mais il y a des groupes qui commencent à tenter ceci, mais bon, il faudra voir aussi en fonction de ce qui va arriver en termes de la question en France est intéressante parce que c'est un système qui est pas pareil que dans ces pays-là, où nous c'est un système présidentiel où t'as pas vraiment de coalition, c'est-à-dire que t'as une majorité, donc du coup c'est un système qui favorise moins ça. Il faut trouver en fait comment arriver à parce que pour être élu, il faut être dans la 5ème République. Après, tu peux la changer, mais il faut être élu. Donc, comment arriver à donner un truc nouveau il faut quand même qu'un parti puisse gagner l'élection. Donc, c'est ça, en fait, la donne en France qui est un peu plus difficile que dans des pays où c'est le système législatif qui prime. Où là, tu peux faire des coalitions, des choses. J'aurais tendance à dire qu'indépendamment de l'arrivée au pouvoir, en France, il y a quelques années, il y a eu l'avancée ou le succès, on va dire, transitoire de Mélenchon, mais qu'à présent, Mélenchon, c'est un peu un feu de paille, parce qu'on l'avait vu quand il s'était affronté à Marine Le Pen dans le Nord, où il pensait gagner, et finalement, ils ont perdu. C'est un feu de paille, mais quand tu regardes les scores qu'ils font en présidentielle aujourd'hui, dans les sondages et tout ça,
le front de gauche est quand même entre 8, 10, 12, 14%, donc ça reste quand même une frange de la population qui n'est pas majoritaire. Mais Après, qui... vu le système en France, on peut se demander si le fait qu'il fasse c'est pas 8-10-12% risque pas de faire qu'il n'y ait pas de candidat de gauche au deuxième tour. Voilà, mais après c'est une question à voir, c'est sur est-ce qu'on fait pour essayer de trouver une alternative, une sorte d'union de la gauche, mais on refait la gauche plurielle des années Jospin. Mais ça, ce sera pas sur la même façon, parce que si tu refais ça, je pense que les partenaires n'accepteront pas de faire une chose comme ça. C'est-à-dire qu'il faudrait trouver un système qui convienne à tout le monde. Ouais, d'autant que c'est déjà un peu compliqué en ce moment dans les régions où justement ils essayent de réunir l'ensemble des partenaires dès le premier tour, mais c'est très très compliqué parce que malheureusement le contexte national ne plaît pas surtout à certains partis de gauche. Mais bon, après rien n'est joué, hein, donc il faut voir la suite en fait des événements et ce que ça va donner d'ici le dépôt des listes. Tout à fait. C'est la fin de notre première partie sur l'actualité importante du moment. On se retrouve dans un instant pour la suite de notre émission. A tout de suite. La seconde partie de l'équipe de l'info, le débat de la 7ème chaîne. Tu sais, nous on bouge pas. Je t'ai dit... De retour pour la seconde partie de notre émission, le débat de la 7ème chaîne. C'est le moment où nous allons débattre sur un sujet d'actualité qui fait polémique ou qui pose question. Le débat du jour porte sur le conflit social qui touche Air France, la compagnie Air France, qui a connu plusieurs péripéties la semaine dernière. Avec cette question qu'on va se poser, la violence est-elle légitime dans un conflit social ? Que s'est-il passé le 5 octobre au siège d'Air France ? Deux dirigeants qui s'extirpent à grande peine d'une foule en colère, veste arrachée, chemise en lambeaux, les images incroyables du dernier comité central d'entreprise CCE d'Air France a fait le tour du monde. Nicolas Sarkozy parle de chienlit, décidément ce terme est à l'ordre du jour en ce moment. La chemise, ce n'est rien, a répliqué le député européen Jean-Luc Mélenchon. Parlez-moi de la violence des puissants, a-t-il dit. Il faut rappeler que 5 salariés ont été déférés le 13 octobre devant le parquet de Bobigny et il me semble qu'ils ont été licenciés de l'entreprise. Mis à pied, il me semble. Mis à pied, ouais. Le 5 octobre, 3 syndicats, l'UNSA, Force ouvrière, la CGT, rejoints par d'autres organisations, ont appelé le personnel de l'entreprise à se rassembler devant le siège d'Air France pour protester contre le plan drastique d'économie qui prévoit la suppression de 29 000 postes et 10% de lignes en moins. 2900 au niveau des postes. Oui, 2900, j'ai dit combien ? 29 000. Ah oui, non, en effet, oui, 2900. Et de 10% de lignes en moins. Pour la première fois de l'histoire de l'entreprise, il y a des licenciements qui sont faits, licenciements secs qui ont été faits à Air France. Ils n'ont pas été faits, ils sont prévus dans le plan. Oui, ils sont prévus, mais c'est la première fois que ça arrive à Air France. Tout à fait, mais ils n'ont pas encore eu lieu. Non. Une affaire qui divise la gauche, parce que le 12 octobre, Pierre Laurent est venu défendre les salariés d'Air France. Pierre Laurent, premier secrétaire du Parti communiste. François Hollande a répondu aux manifestants de la CGT qui a refusé de lui serrer la main. Il a dit on peut se parler sans recourir à la violence, en ajoutant à Air France le dialogue a repris, car il y a un moment où chacun prend conscience que la violence peut être destructrice. Il a néanmoins déploré la brutalité, pas simplement brutalité dans les mouvements, mais aussi la brutalité d'un certain nombre de décisions qui peuvent être celles des patrons. Donc il a fait un peu les deux en disant il condamne la violence, mais d'un côté il comprend le malheur des salariés. Il aurait fait du François Hollande en fait. Exactement, la synthèse. Ségolène Royal, elle a parlé de suspendre la suppression des 2900 postes qui seraient supprimés. Valls, quant à lui, par contre, c'est là on voit la fracture, appelle à la plus grande fermeté à l'égard des fauteurs de troubles, et Macron a parlé de personnes stupides et isolées sur une chaîne de CNN. Alors, que pensez-vous de cette affaire ? Et pour répondre à cette question, on va d'abord dire ce que vous pensez de cette affaire avant de répondre à la question finale qui est peut-on légitimer la violence dans un conflit social ? Alors c'est une affaire, c'est vrai qui tombe un peu mal, mais qui reflète malheureusement ce qui se passe actuellement en France, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de violence sociale qui est en train d'arriver dans les entreprises, où finalement on va faire mal aux salariés en leur
leur demandant de travailler plus, pas forcément pour gagner plus, et parfois même en licenciant sèchement les personnes, hein, ce qui est le cas à Air France, puisque ils proposent de supprimer 2900 postes, ce qui n'est pas rien du tout pour une entreprise qui est une des plus grandes entreprises en termes en termes d'aéronautique et notamment dans le mode commercial pour les vols. Maintenant, le problème, c'est quelle image donne-t-il aux clients aussi d'Air France, justement. Et moi, je pense malheureusement, ça renforce pas leur image. Au contraire, ils la dégradent, alors que ils font le nécessaire un petit peu, hein, en termes de communication, hein. Je pense par exemple aux dernières pubs qui sont sorties, où on met en avant où leur slogan, c'est, je le dis en français, où ils mettent la France qui est dans l'air, mais s'ils comptent supprimer aussi des lignes de vol, est-ce que ça va pas fragiliser justement la compagnie, hein, sachant que derrière il y a d'autres événements qui vont arriver. Je pense à Rio 2016, où il y a de fortes chances que des clients souhaiteraient prendre Air France, parce qu'en termes d'image, en termes de notoriété, même si les tarifs, faut pas se leurrer, sont assez élevés. Marc, qui connaît bien le sujet de Je l'aéronautique. vais commencer par quelques éléments en fait du contexte avant de venir sur le plan social. Et en même temps, ça fera quelques réponses à ce que vient de dire Ernestine. Donc là, on est dans un milieu bien particulier, celui des compagnies aériennes. Donc Air France, une compagnie un peu mythique, historique, mais le monde du transport aérien, depuis quelques années, il n'arrête pas de bouger. Et Air France, elle a le choix entre se réformer ou mourir. Et on peut penser que la compagnie, elle n'a pas vocation forcément, s'il n'y a pas de transformation à faire, à perdurer. Quelques éléments. Donc le transport aérien a été totalement bouleversé. Il y a l'arrivée des low cost, alors avec deux compagnies principales, Ryanair et EasyJet. Air France, pour contrer ça, a développé sa propre low cost, Transavia, mais je vais y venir après. KLM aussi, non ? Non, KLM, c'est une compagnie major avec Air France, en fait. Mais Ils sont fusionnés. Non, c'est pas une low cost. C'est Transavia, la low cost, avec une version Transavia Hollande. Il y a une concurrence très forte des compagnies aériennes du Golfe. Ce qui fait que Air France est attaqué sur le trafic domestique moyen courrier par les low cost, sur le long courrier par les compagnies du Golfe, donc sur tout le réseau qui part sur le Moyen-Orient et sur l'Asie. Et il y a éventuellement à certaines périodes la problématique du prix du pétrole ou du kérosène, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc à partir de là, ça fait des années que Air France KLM a des plans sociaux. Alors, qui ne sont pas forcément sociaux dans le sens, comme tu le disais, Gabriel, là c'est le premier plan où ils arrivent à proposer des licenciements secs, mais il y a actuellement un plan en cours depuis 5 ans qui s'appelle Transform 2015, qui avait demandé un certain nombre d'efforts à tout le personnel, et notamment au personnel navigant, et plus particulièrement au PNT, donc les pilotes. Et ce qu'il faut voir là, c'est que on arrive à ce plan social, de cette proposition de 2900 suppressions d'emplois, parce que certains syndicats de pilotes ont refusé ce qui leur a été demandé. Alors ça fait longtemps qu'ils font des efforts, qu'ils travaillent davantage, qu'ils augmentent leur productivité, mais ils sont encore très loin des standards des compagnies équivalentes européennes. Et je ne parle pas des low cost qui sont sur un modèle économique encore différent. Par rapport à British Airways, par rapport à Lufthansa, ils vont pas bien. Alors en parallèle, ils essayent de s'améliorer, hein. Ils ont fait des tentatives aussi, ils ont développé des bases en province, à Toulouse et à Marseille. Ils les ont pas vraiment fermées, mais on sait que ça marche pas. Donc c'est un gouffre financier. Et donc à partir de tous ces éléments-là, il y avait des propositions qui avaient été mises entre les mains des pilotes qu'ils ont refusées. Et c'est là qu'on a eu le plan B, qui a provoqué les événements que tu citais tout à l'heure, avec le DRH qui s'enfuit sans chemise, enfin, et ces images-là, et je suis d'accord avec ce que disait Ernestine, qui ont fait le tour du monde et qui sont pas forcément favorables à la compagnie. Alors après, en termes de conséquences derrière, ça peut se discuter, hein, parce que je vais pas non plus faire un trop long développement, tu m'arrêtes, oui. Mais il y a aussi la problématique ils essayent de monter en gamme leur business class et leur première classe, parce qu'ils visent quand même majoritairement les passagers dits haute contribution, c'est-à-dire ceux qui rapportent de l'argent, hein, parce que quand on fait un Paris-Toulouse à 50 €, on rapporte pas d'argent à Air France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement le taux de remplissage de certains vols,
métropole, il n'est pas forcément bon. Hein. Il se trouve que je prends assez souvent la navette sur Toulouse et il y a quelques années, la navette, elle était toujours pleine. Là, pas plus tard qu'il y a 2 jours, dans la navette, elle était pleine aux 2 tiers. Donc voilà. Sur l'image, ce que je voulais dire, c'est que ce DRH molesté sans chemise, cette image, elle a fait le tour du monde. Elle est décryptée dans les journaux français, elle est décryptée un peu partout à l'étranger. Ça me fait un peu penser, pour certains médias peut-être américains, à ce qui a pu se passer il n'y a pas si longtemps que ça dans les banlieues, où on voyait des reportages sur ces médias-là, où on disait que les banlieues françaises étaient à feu et à sang, qu'à Paris on allait se faire égorger à chaque coin de rue, ce qui était loin de la vérité. Donc, les Américains, ils aiment bien, alors que dans leur pays, il y a des gens qui se font tuer par des armes à feu, mais ça les dérange pas. On est d'accord. Donc voilà, le modèle social d'Air France, il a plein de vertus, mais bon, la compagnie, c'est plus la compagnie nationale comme avant. Donc, je veux pas non plus défendre les propos du ministre de l'économie Macron, qui dit qu'il y a quand même eu des comportements stupides, mais je suis pas loin d'adhérer un minimum. C'est-à-dire que toi, en fait, tu préfères plutôt le dialogue au rapport de force. Oui. D'accord. Mais là, du dialogue, il y en a eu, alors qu'il a échoué parce que le SNPL est assez puissant, et à un moment donné, ils sont partis en claquant la porte en disant, je pense qu'ils... Alors, j'en suis pas sûr, mais ils sont partis en claquant la porte en se disant, de toute façon, ils mettront jamais en œuvre leur plan B. Et finalement, Air France a dit qu'ils passaient au plan B, d'où les 2 propositions de 2900 suppressions d'emplois. Depuis, ce que tu n'as pas cité, c'est que le dialogue social, il semble avoir repris. Oui, il a repris. Mais Hollande l'a dit. Si, je l'ai dit par la citation d'Hollande. Ils nous disent qu'ils vont aboutir. Alors après, est-ce que l'immixtion dans ce dossier-là de Ségolène Royal, ministre de tutelle d'Air France, puisque quelque part, du développement durable, elle est en charge des transports. Oui, mais en même temps, c'est... Période d'élection aussi. Il y a aussi... Alors, pour le gouvernement, il faut éviter les plans sociaux, et c'est pas que pour le gouvernement, on est d'accord. En même temps, Air France est une compagnie privée, il y a des actionnaires, et les actionnaires, ils veulent des bénéfices. Ernestine, tu vas ajouter quelque chose? Oui, alors pour revenir sur l'image du DRH qui a fait le tour du monde, il faut savoir, il y a eu je vais appeler ça une contre-vidéo, et ce qui est intéressant, hein, parce que le but c'est aussi normalement dans le milieu du journalisme, hein, il faut savoir peser le pour et le contre, et donc il y a une contre-vidéo qui est sortie, filmée par, je crois, un salarié d'Air France, où on montre en fait une salariée qui était vraiment au port, qui pleurait carrément, et on voit les cadres en fait qui étaient impassibles par rapport à ça. Donc ce qui est forcément intéressant, hein, pour les spécialistes un petit peu en communication, c'est qu'on a une contre-vidéo qui a plutôt fait le tour peut-être de l'internet. Après, je sais pas trop si ça a fait le tour des médias aussi, plutôt classiques. Ça, c'est important, parce que faut pas oublier que le pouvoir médiatique est très très puissant, et que voilà, ça génère un certain message. Cette vidéo, c'est intéressant parce que ça montre d'un côté aussi la détresse des salariés qui parfois sont à bout de nerfs ou des choses comme ça, et qui peut pas cautionner la violence, mais qui peut expliquer parfois qu'on arrive à des choses comme ça. Parce que c'est vrai que les salariés, je pense, qui vont se faire licencier, forcément, pour eux, c'est pas... On peut comprendre qu'ils soient fâchés et qu'ils soient assez excédés. Surtout qu'on peut penser qu'un certain nombre d'entre eux sont plutôt des personnels au sol, et qui se sentent sans doute assez éloignés de la caste des pilotes. C'est ça. Et peut-être qu'ils en veulent aussi aux pilotes de ne pas avoir négocié avant, et du coup ça tombe sur eux alors qu'ils se sentent peut-être pas responsables, ils font bien leur travail, et ils se disent pourquoi moi et pas les autres. Enfin, il y a ce point de vue là, c'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre à la fois les salariés qui... Par contre, il faut rappeler que la CGT, quand il y a eu ces mouvements-là, avait dit de ne pas... C'est-à-dire quand ils étaient dans la salle pour discuter avec la direction, quand il y a eu les événements, c'est pas le syndicat qui a encouragé ces personnes-là à aller au combat. La question, c'est est-ce que c'était prémédité ou est-ce que c'est des débordements individuels? Parce qu'on voit sur la vidéo, on entend le cadre dirigeant de la CGT qui dit... De rester dans la salle, mais de pas commencer à avoir des mouvements. Donc on peut pas accuser non plus le syndicat, la direction du syndicat, d'encourager ces comportements-là. Après, peut-être c'est des personnes isolées,
mais qui ont aussi cette détresse-là qui fait que souvent quand tu es poussé à bout, tu peux craquer et faire des choses comme ça. Certes, mais une fois que tu as craqué, est-ce qu'il faut que tu sois absous et que tu dois Ça, avoir... oui, ça c'est sûr que voilà, après, oui. C'est sûr que quand tu... En même temps, c'est Valls qui tient un discours de fermeté, mais bon, il se trouve que c'est lui. Mais est-ce qu'il n'est pas légitime ce discours-là aussi? Bah ouais, mais de la façon dont il dit non, c'est-à-dire que par exemple Hollande, il fait toujours entre les deux, c'est-à-dire qu'il cautionne pas la violence, mais il comprend la détresse des salariés. Valls, c'est tout de suite, je condamne, c'est inadmissible. Mais on a l'impression qu'il a Mais pas on l'humanité derrière. Après, peut-être qu'il l'a, mais en tout cas dans son discours, il est beaucoup plus, comment dire, ferme, et on a l'impression qu'en gros, il dit, il n'y a pas de solution, c'est pas bien, et vous arrêtez. Alors qu'en Hollande, même si peut-être qu'il cautionne pas non plus, mais dans son discours, il est un peu entre les deux. C'est-à-dire, il dit, il faut pas faire de violence, il faut discuter, mais d'un côté, je comprends la détresse. Valls, il a une sorte de pragmatisme et de réalisme économique. Il dit, oui, tu peux ne pas être d'accord, mais il dit que la compagnie elle est potentiellement en danger. Je pense qu'en tant que Premier ministre, il veut tout sauf des licenciements, hein, parce que t'as l'air dubitatif, mais on se rappelle quand même que l'engagement de Hollande, c'est de se représenter que si la courbe du chômage s'inverse. En même temps, tu pourrais me dire que Valls souhaite peut-être, pour pouvoir se présenter lui, que Hollande... Mais là, on s'éloigne du débat. Ouais. Non, je me souviens plus ce que je voulais dire, mais... Ouais, non, c'est vrai que pour moi, après peut-être qu'on va aller sur la question, pour moi, je suis plutôt proche des propos de Hollande, parce que pour moi, j'ai senti qu'il y avait deux types de violence. T'as la violence, un petit peu, bon, je dirais pas physique, mais vraiment le fait qu'on lui a arraché sa chemise, enfin, fait encore une fois pour moi par des personnes isolées, hein. En aucun cas faut accuser les syndicats alors qu'ils sont là pour représenter les salariés. Donc c'est vrai que c'est pas très cool, mais derrière il y a comme je l'ai dit, il y a la violence sociale qui est peut-être invisible. En fait, il y a la violence visible et la violence invisible, et la violence invisible, malheureusement, parfois ça peut faire des dégâts, comme on l'a vu dans le passé avec des salariés. Ça rappelle un peu, par exemple, là je prends un cas extrême, mais dans Zola Germinal, à un moment il y a des grèves de mineurs et ça dégénère comme ça aussi. Et on voit très bien dans le film pourquoi c'est comme ça, c'est parce qu'il y a une détresse sociale. Ça commence par être un livre avant un film. Oui, j'ai dit oui, les deux. Mais du coup, c'est intéressant aussi. Enfin, après là, c'est un cas qui n'a rien à voir, c'est un autre siècle, un autre contexte. Mais on voit bien dans le livre comment on en arrive là, c'est-à-dire par une détresse sociale. À l'époque, c'était pas pareil. Ils travaillaient 10 fois plus et les salaires étaient beaucoup moins élevés. Mais voilà, moi, je suis aussi d'accord avec toi, c'est-à-dire que certes, c'est des syndicalistes qui l'ont fait, mais c'était 3 ou 4. C'est pas l'organe de la CGT qui leur a dit de le faire. Non, surtout pas. Et même si ça a été fait. Par contre, la CGT les soutient, ce qui est normal, parce qu'ils disent qu'il faut comprendre aussi les salariés. Et après, la citation que tu disais de François Hollande, en fait, il l'a prononcée quand il était à Saint-Nazaire sur les chantiers navals. Et là, il y a un représentant syndical de la CGT, me semble-t-il, qui a refusé de lui serrer la main. Oui, c'est là. Oui, non, mais ma question, c'est est-ce que ça, c'est pas aussi une forme de violence et de refus, en fait, de ce qui me semble doit être le rôle d'un syndicat, c'est-à-dire de discuter avec le patronat, même si on n'est pas d'accord, pour essayer de trouver, d'avoir un dialogue social, pour sans doute pas se mettre d'accord, mais trouver une sorte de consensus ou de compromis. Ils ont été la CGT. Oui, mais là je parle plus sur le côté symbolique de refuser de serrer la main au président de la République. C'est-à-dire que après les mais ça peut être contre-productif aussi. Oui, il y a beaucoup de gens qui... T'as des gens en France qui soutiennent pas forcément la méthode de la CGT, mais après ils ont quand même négocié. Eux, c'est leur façon de travailler, c'est leur stratégie. La CFDT fait ça différemment. Enfin, ça dépend après, chacun a son point de vue là-dessus. Mais après que le salarié de la CGT refuse de serrer la main d'Hollande, c'est aussi une image de com'. C'est pour montrer qu'en gros ils sont en désaccord sur ils estiment que l'État n'a pas peut-être assez soutenu les salariés. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, non, mais tout à fait. Après, je dis ça pour eux, s'ils veulent avoir une chance peut-être, qui c'est de sauver les meubles de leur quinquennat, il faut à un moment donné appuyer les salariés. Voilà. Après, dire si je me trompe, mais est-ce que l'État n'a pas une partie des sous, justement, il n'investit pas en partie à Air France? En partie actionnaire, mais c'est pas l'actionnaire majoritaire, c'est plus une compagnie d'État.
Parce que voilà, ce que reprochent entre guillemets les syndicats au gouvernement, c'est de pas assez, je pense, peser dans la balance pour essayer de sauver les emplois. C'est ce qui est dit aussi par. Oui, mais par d'un la autre côté, CGT. c'est une compagnie. Ils annoncent un plan qui propose de supprimer 10% des lignes les moins rentables. Est-ce qu'ils ont vocation à laisser certaines lignes, alors ça visera sans doute pas la ligne sur Rio, mais il y a certaines lignes qui sont qui sont pas rentables. Quand on remplit un avion, c'est fait pour voler un maximum, parce que quand c'est au sol, ça coûte de l'argent, et c'est fait pour être rempli un maximum. Quand l'avion il vole plus que 5 ou 6 heures par jour et qu'il est rempli à 50%, eh ben, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pas 100% de la flotte d'Air France qui vole. Il y a des avions qui restent au parking pendant des heures sur certains terrains. Donc ça, c'est plus dans le modèle économique. C'était un modèle là, qui était soutenable il y a quelques années. Ça pose aussi la question de la direction d'entreprise qui peut-être a mal évalué les stratégies. Et pourquoi ce seraient les salariés qui paieraient et pas aussi le directeur? Il pourrait démissionner en disant j'ai pas réussi ma tâche et on passe à autre chose. C'est une question qui peut se poser. Je suis d'accord avec toi. Je pense que chef a mal évalué la situation. Je pense que si le directeur ou même les présidents démissionnent tous, ça suffira pas. Il faudra aussi qu'il y ait des salariés, même si eux ils ont des gros salaires. Ça et que montrerait un exemple. Peut-être ça atténuerait comment dire, pas forcément le patron, mais là il va y avoir du changement puisque c'est le DRH qui est un des anciens conseillers de Manuel Valls à Matignon qui passe DRH. Ça c'est une question qui peut être intéressante. C'est souvent dans les plans sociaux. Les dirigeants ne se remettent jamais en question. Et du coup, ça peut être une question posée qui pourrait peut-être parfois atténuer. C'est-à-dire, ils disent on ne peut pas faire autrement, mais moi je vais montrer l'exemple et j'ai échoué dans ma tâche. De toute façon, il n'aura pas de mal à retrouver du travail. Souvent, les dirigeants d'entreprise, ils changent de. Je parle des hauts dirigeants, pas des cadres. Les hauts dirigeants, notamment. Voilà, on a fini sur ce débat. C'est la fin de cette deuxième partie de l'émission. Très intéressante sur ce débat sur les plans sociaux qui touchent aujourd'hui Air France, mais en France c'est un sujet qui est là depuis des années maintenant. On va passer à la dernière partie de l'émission dans un instant. Troisième partie de l'équipe de l'info, la tribune de la 7ème chaîne. De retour pour la troisième et dernière partie de notre émission, la tribune. C'est le moment libre de l'émission, le moment où les chroniqueurs se lâchent une citation, une phrase, un fait, une situation que vous avez aimé ou pas aimé. C'est le moment de le dire. Ernestine, quelle est ton humeur du jour? Enjouée, joyeuse, heureuse, triste, énervée, chafouine, offusquée, scandalisée? Bon, un petit peu... Bon, pour parler... Alors, c'est par rapport à une actu qui voit son jour aujourd'hui. Je vais parler de Bercy, en fait, et de la salle. Alors, pour vous dire que, bon, je suis très heureuse déjà que le nouveau Bercy ou le Bercy nouveau en fonction des sens vient de réouvrir ses portes. Je crois qu'il y a eu une espèce de journée porte ouverte justement pour montrer la nouvelle salle, donc j'ai hâte de la découvrir. Il y a eu une inauguration, donc j'ai hâte de la découvrir parce que d'après les images elle est super belle. D'ailleurs, en ce moment, ce week-end, il y a le Grand Slam de judo, donc qui est le premier grand événement après les travaux. Donc après, il faudra pas oublier, il y aura. Et puis aussi, c'était dans le but pour accueillir de grands événements sportifs, je pense au mondial. Le tournoi de tennis aussi. Le tournoi de tennis qui va arriver avant, et même au-delà. Donc, c'est une salle qui peut servir si jamais on a les Jeux Olympiques en 2024. On fera un sujet là-dessus un jour. C'est une salle qui peut servir pour les compétitions de judo, pour plein de choses. Ouais, c'est une salle omnisport et aussi une salle de spectacle. Donc voilà, c'est vrai que cette rénovation était aussi ça a augmenté le nombre de plages, je crois. Ils sont passés à 20 000 maintenant. 20 000. 17 avant ou 16. Maintenant, il y a des loges. Ils ont fait vraiment un truc assez impressionnant. Donc, les images, c'est beau. Voilà, donc j'invite tous celles et ceux à profiter de la salle et d'aller la découvrir. Donc, pour moi, je l'appellerais encore Bercy parce que c'est quelque part, c'est historique en fait. C'est un nom historique, c'est dans un quartier, c'est populaire. Bon, on peut aussi l'appeler POPB. Pourquoi? Parce que justement, officiellement, le nom a changé. C'est encore le naming qui a repris le dessus. Donc, je sais pas si on peut citer la marque, mais ça s'appelle l'Accor Hotel Arena.
Donc voilà, Accor Hotel, c'est toute une chaîne d'hôtels que tout le monde connaît, où on a au moins dormi une fois dans sa vie. Il y en a même d'ailleurs un à côté justement du BOPB. Et bon, moi je trouve ça dommage parce que moi je préfère que Exact. du naming, parce que pour moi, voilà, c'est un nom historique qui marque les gens, et c'est vrai, même la station de métro porte le nom. Moi je préfère qu'on appelle la Bercy Arena ou le POPB, c'est aussi un nom qui marque plus les gens que l'Accor Hotel. Et il faut rappeler Voilà. que Accor Hotel, ils ont un accord sur 10 ans. C'est-à-dire que, Ouais. comme c'est un partenariat public-privé, c'est eux qui gèrent la salle pendant 10 ans avant qu'elle revienne dans les mains de l'État, je crois. Mais c'est toujours Ouais. ce problème des partenariats avec les naming. Aujourd'hui, ils font ça, mais je suis assez d'accord avec toi que je préfère garder un nom. Est-ce que tu as un coup de gueule? Ouais, alors c'était du coup le coin de Bercy, c'était à la fois un coup de cœur parce que voilà, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travaux, de rénovation, etc. Il fallait redonner un nouveau souffle, donc c'est plutôt le coup de cœur. Le coup de gueule, effectivement, c'est ce naming, ouais, voilà, qui donne un caractère commercial, encore plus commercial à ça. Et j'espère que ça va pas avoir de conséquences non plus sur le prix des places, sur un petit peu ce qu'il y a autour, etc. Merci. Marc, à toi, quelle est ton humeur du jour? Humeur plutôt enjouée pour reprendre l'émission. Pour le coup de cœur, du coup. Alors, je commence par un coup de gueule. D'accord. Donc Et là, le ce sera coup pas enjoué, du coup. Non mais j'étais sur mon humeur générale. D'accord. Je propose une petite devinette. Je vais vous citer une phrase et si vous pouvez me dire de qui elle est, je vais essayer de la lire correctement. Je voudrais leur dire qu'on a reçu un coup de pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous vous abstenez de choisir le chauffeur. C'est pas Sarkozy, ça? Je crois, oui. Gagné. C'est une phrase effectivement qu'a prononcée Nicolas Sarkozy à Limoges lors d'un meeting il y a quelques jours, qui a été reprise notamment dans le petit journal de Canal+. Le problème, c'est qu'on a beau l'écouter, la lire, la relire, la re-relire. Oui. De quoi parle-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais pas vous faire une explication sémantique. J'ai juste une hypothèse sur la fin de la phrase qui dit la voiture dont vous vous abstenez de choisir le chauffeur. Je me demande si c'est pas un taxi. Mais alors, que fait un taxi avec le coup de pied au derrière que vous avez reçu, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table? Là, franchement. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je crois que Nicolas Sarkozy ne boit jamais Non, d'alcool. il fume pas non plus. Enfin, si, peut-être. Étrange. Voilà donc. Alors, pourquoi en faire un coup de gueule au-delà de la moquerie? C'est de se dire que c'est quand même un ex-président de la République, potentiellement quelqu'un qui voudrait devenir un futur président de la République. Quand on voit Alors, on est dans une société où maintenant tout est traqué, tout est enregistré, tout est su. Mais là, il était même pas dans un petit contexte intime, genre off. Il était quand même dans un meeting. Donc voilà. Une phrase. Alors, Les fautes de on pourrait- français aussi qui fait. oui, mais je l'ai peut-être pas aussi bien dit ou aussi mal dit que lui. Voilà. Mais, Ça, oui, tu l'as mieux dit en fait. Ouais. mais j'ai pas mis l'accent ou l'intonation. Un coup de cœur. Bien sûr. Alors un coup de cœur qui date maintenant d'il y a quelques semaines, mais comme l'émission a pris du temps à pas de repartir, c'est un documentaire qui est passé à la télé il y a quelques semaines sur on reste dans le pouvoir et on revient à l'Élysée. Donc c'est 9 mois passés à l'Élysée avec sous François Hollande, donc un reportage d'Yves Geland sans commentaire, c'est-à-dire il filme, il avait accès à peu près à tout. Un peu comme avait fait Mathieu Sapin, un auteur de BD qui avait fait une BD sur François Hollande à l'Élysée. Le personnage principal, j'ai trouvé que c'était pas forcément François Hollande, c'était aussi Gaspard Ganzer, c'est son conseiller com. Et le reportage est assez chouette quand même sur le pouvoir, son exercice, sur les réseaux. On voit à différents moments Emmanuel Macron notamment, avant qu'il soit ministre, et on voit comment les réseaux sont très influents et c'est assez intéressant. Et puis franchement, pour terminer sur ce documentaire, une phrase au moment de la nomination de Fleur Pellerin au ministère de la Culture. On a François Hollande qui va s'adresser à elle, qui va lui donner un conseil. Et son conseil est vraiment très drôle. Il lui dit « Appelle Jack ». Jack, c'est Jack Lang. Ouais. Qui sous-entend que Jack Lang, finalement, il a plein de choses à te dire. Et puis Jack Lang, c'est toujours le ministre de la Culture pour la gauche. Ouais. C'était pour mon coup de cœur. Très bien. Moi, mon coup de cœur, on va en parler plus tard, mais c'est
dans l'élection américaine. Le candidat qui est sur l'aile gauche du Parti démocrate, qui s'est dit Donc socialiste. le concurrent d'Hillary Clinton. Exactement. Qui, je trouve, fait une campagne assez intéressante. Aux États-Unis, ce genre de discours est plutôt, rare et difficile. Et je trouve que voilà, il est deuxième pour l'instant dans les sondages aux États-Unis derrière Hillary Clinton. Elle baissait, lui, il montait. Là, au dernier débat, ça s'est un peu rééquilibré. Mais ça permet vraiment d'avoir un discours un peu différent de ce qu'on entend d'habitude là-bas, qui fait un peu du bien, je trouve, aux États-Unis. Un discours très très à gauche, notamment il est contre les armes, contre la guerre. Mais même au niveau social, c'est la première fois qu'on entend quelqu'un qui a dit qu'il voulait faire la gratuité pour les étudiants dans les universités, ou en tout cas baisser drastiquement les prix, faire des choses comme ça qui, aux États-Unis, sont pas forcément dans les mœurs. Donc je trouvais ça intéressant. Un coup de gueule, Gabriel? Non, pas forcément cette semaine. Merci pour votre humeur du jour. Maintenant, c'est le moment littéraire de l'émission. C'est la chronique de Marc, comme maintenant depuis quelques émissions. Marc, de quel ouvrage vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors ce soir je vais vous parler d'un livre d'une journaliste, donc ça sera plus un essai que littéraire, donc c'est Raphaël Baquet, elle est journaliste au Monde et de temps en temps elle publie des livres. Aujourd'hui je vais donc vous parler de son dernier ouvrage, Ritchie. Mais auparavant quelques mots sur Le dernier mort de Mitterrand, qui était son précédent récit. Il s'agissait d'un portrait de François de Grossouvre, personnage clé de la cour mitterrandienne, qui s'était donné la mort en 1994 dans son bureau de l'Élysée. Cette enquête menée tambour battant donnait un livre haletant, sorte de roman de la vie politique et amicale, qui explorait les méandres les plus secrets des coulisses du pouvoir. Je vous en recommande la lecture. Avec Ritchie, l'auteur continue sa mise à jour des milieux du pouvoir, notamment au cœur de Sciences Po, l'une des écoles du pouvoir française. 3 ans après la mort de Richard Descoings, c'est lui, le Ritchie du titre, Raphaël Baquet dresse un portrait sans concession de cet homme et s'immisce dans les arcanes du pouvoir. Elle explore la vie de son protagoniste dans ses aspects publics et privés. Certains jugeront l'ouvrage scandaleux, s'indigneront des révélations. Pour ma part, j'ai dévoré ce récit que je n'ai pas trouvé indigne, bien au contraire. Les faits rapportés sont là pour aider à appréhender la personnalité multiple de Descoings, cet homme transgressif. Beaucoup d'empathie se dégage. Ritchie n'est pas une biographie traditionnelle. Le travail journalistique est étayé sur une centaine d'entretiens. Baquet n'est pas historienne, certaines sources sollicitées n'ont pas répondu. Néanmoins, l'essentiel semble présent pour proposer un portrait rigoureux de cet homme de pouvoir. Ritchie a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à New York en 2012. Le livre s'ouvre sur la narration de ses obsèques en l'église Saint-Sulpice à Paris. Citons ce texto prémonitoire envoyé quelques jours avant son décès. Si l'on s'écrase, la messe aura lieu à Saint-Sulpice. Mozart à tue-tête, plug and play au premier rang, pas d'argent pour le cancer, tout pour les fleurs. En réalité, au premier rang, ont pris place côte à côte sa femme, Nadia Maric, et son compagnon, Guillaume Pépi. De l'enfance et de la jeunesse, on ne nous dit pas grand-chose, si ce n'est que les parents de Descoings sont médecins. Richard fréquente les meilleurs établissements et suit un cursus scolaire sans faute, Hippocagne, Sciences Po, déjà, l'ENA. À la sortie, classé 10e de sa promotion, il choisit un poste au Conseil d'État. Le corps qu'il intègre lui convient, son travail ne lui prend pas trop de temps. Il peut vivre le soir et la nuit sa deuxième vie, celle d'un jeune gay parisien à l'époque des premiers ravages du sida. Richard Descoings participe à l'aventure de la fondation d'aide, auprès de Daniel Defer, compagnon de Michel Foucault. Il en rédige les statuts juridiques. La confrontation quasi quotidienne avec la mort des amants et des amis a marqué une génération d'hommes jeunes. Ritchie est un miraculé, il n'a pas été contaminé. C'est au Conseil d'État que Richard Descoings rencontre Guillaume Pépi, qui devient son compagnon. Ils vivent ensemble dans un appartement près de la Madeleine où ils leur organisent des dîners pour leurs amis. Un néologisme désigne leur couple, Richard et Guillaume. Ils ne s'affichent pas. Les contre-allées du pouvoir sont discrètes. Certes, on croise de nombreux gays influents, mais ce n'est pas un lobby. C'est leur appartenance à l'ENA qui explique les renvois d'ascenseurs, la participation au déjeuner du siècle, un cercle privé également. La description de ce couple m'a fait penser dans un genre différent bien sûr à Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Richard Descoings est un fêtard, un séducteur qui aime briller et être aimé. À certaines époques, il se brûle, goûte à tous les excès, sexe, alcool, drogue. Il aime danser dans les boîtes gays jusqu'au petit matin, dort peu et rejoint son bureau sans transition. En compagnie de Diane de Beauvau, il n'a plus de limite avec les psychotropes. C'est Guillaume qui le sauvera. Il sera également là en 2002 lors de sa tentative de suicide. Richard s'ennuie, il cherche à booster sa carrière. Les cabinets ministériels ne l'amusent pas. Il n'est pas tenté par la politique. L'opportunité se présente, devenir le directeur de Sciences Po. Il prend les rênes de la prestigieuse école, berceau de l'élite française. C'est là qu'il devient Ritchie, véritable rockstar adulé de tous, en particulier des étudiants. L'hommage rendu après sa mort en témoigne. Son talent de séducteur lui permet de gérer la contestation.
Novateur et visionnaire, il s'entoure d'une équipe pour dynamiser l'école, la faire reconnaître au niveau international. C'est également lui qui impose les recrutements différenciés pour les élèves de ZEP et qui mettra fin à l'épreuve de culture générale lors du concours d'entrée à Sciences Po. Tout n'est pas rose cependant, sa gestion et les dépenses dispendieuses sont contestées par la Cour des comptes. Son autocratie et l'omniprésence de sa femme sont également déplorées. Pourtant, malgré les attaques, il fait front. Raphaël Baquet ne prétend pas à l'exhaustivité, il reste des parts d'ombre à propos de son sujet. Sa psychologie, ses goûts assumés sont effleurés. Le portrait de Ricci montre un homme fragile, vraisemblablement bipolaire, précurseur et ambigu. Le bouquin m'a passionné, je pense qu'il séduira aussi ceux qui le liront. D'ailleurs, il me semble que Gabriel, tu en as lu au moins des extraits. Oui. Voilà, je vous ai donc parlé aujourd'hui pour ma 4e intervention dans l'émission de Ricci de Raphaël Baquet, publié chez Grasset. À toi Gabriel pour la fin de l'émission. Merci Marc pour la chronique littéraire. Très intéressant encore, donc si le livre vous intéresse et que Marc vous a convaincu d'aller le lire, n'hésitez pas. Voilà, l'équipe de l'info, c'est fini pour aujourd'hui, pour la grande première de l'année. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette grande première. Merci à vous, chers chroniqueurs, pour vos expertises avisées sur l'actualité de la semaine. Oui. À bientôt. À bientôt, et puis restez connectés parce qu'il y a plein d'événements qui vont arriver, hein, donc n'hésitez pas à nous suivre. Des événements dont on reparlera dans l'émission, car maintenant, ça y est, elle est lancée pour l'année de façon régulière. À très vite pour un nouveau numéro de l'équipe de l'info sur la 7ème chaîne. On reste liés. Ciao.